Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et nous abordons ce sujet des législatives 2022 avec Alexis Poulain. Pour commencer, bonjour Alexis Poulain. Bonjour. Vous êtes journaliste, chroniqueur et cofondateur du site Le Monde Moderne. Alors voilà, les résultats sont tombés hier et évidemment, comme à chaque fois, je vous dirai la même chose que tous les journalistes. Le parti gagnant encore hier était le parti de l'abstention avec un record d'abstention sous la Ve République qui atteint 52,49% selon le ministère de l'Intérieur. Donc on a encore dépassé les législatives de 2017 qui étaient à 51,3%. Mais sinon, à part ça, les grandes tendances, vous l'avez évidemment remarqué, une forte couleur rouge avec la NUPS de Jean-Luc Mélenchon qui parvient à être à quasi-égalité avec le mouvement Ensemble, le mouvement de la majorité, 25,66% contre 25,75% pour Ensemble. Et puis derrière, le Rassemblement national qui arrive en embuscade, comme on dit, à 18,68%. Puis les Républicains qui ferment la marche à 10,42%. Reconquête est très mal en point, il faut le dire. Éric Zemmour éliminé, qui arrive troisième. Guillaume Pelletier éliminé, Stanislas Rigaud éliminé, Damien Rieu éliminé. Et puis pour les ministres, la première ministre Elisabeth Borne, elle arrive en tête de sa circonscription dans le Calvados. Gérald Darmanin arrive avec 39,11% des suffrages dans sa circonscription du Nord. Damien Abad arrive en tête également. Marc Fesneau se qualifie. Olivier Dussopt se qualifie. Franck Riester se qualifie. Enfin bref, c'est plutôt les anciens ministres en fait qui ont été éliminés, comme Jean-Michel Blanquer, éliminé dès le premier tour dans le Loiret. On en a beaucoup parlé de Jean-Michel Blanquer et de sa mousse. Et bien voilà, il arrive derrière Thomas Ménager du RN, qui est lui premier, et Bruno Notin, le candidat NUPS, qui est à 18,89%. Et puis voilà, à noter également que Julien Aubert des Républicains, figure forte que tout de même des Républicains, est également éliminé. Manuel Valls, on l'avait vu également, candidat Ensemble, Joachim Son-Forget ou encore Francis Lalanne sont éliminés. Voilà pour les grandes tendances, mais je vais demander à Alexis Poulain de nous donner son avis sur ces tendances-là. Alexis Poulain. Oui, vous avez commencé en parlant de l'abstention et c'est vrai que c'est ce qui marque le plus, c'est-à-dire qu'à 52% d'abstention, qu'est-ce que veulent dire encore des élections de ce type-là, avec en plus un scrutin qui ne prend pas en compte la proportionnelle. On est là sur une démocratie déjà défaillante depuis 2 ans en état d'urgence sanitaire permanent, avec des pratiques du pouvoir, de conflit d'intérêts permanent. Rappelez-vous l'affaire des cabinets de conseil qui aurait dû valoir sa réélection à Emmanuel Macron, il n'en a rien été. Là, on arrive avec une campagne qui n'a pas été faite par Emmanuel Macron. Il est arrivé tout à la fin, voyant que les chiffres étaient mauvais, pour essayer de sauver quelques têtes de Renaissance. Il y a la NUPS, qui est un accord finalement de principe et de circonstances entre des partis de gauche qui n'ont rien à faire ensemble. On sait très bien que la question européenne n'est pas réglée. Quand on est dans la NUPS, on n'en parle pas. Ce sera l'éléphant dans la pièce ou bien le tabou. Mais aussi, on a vu Fabien Roussel faire campagne contre Jean-Luc Mélenchon et se retrouver dans cette alliance et essayer de faire semblant. Donc, on a là des accords d'appareil qui permettent d'arriver comme ça en tant que force d'opposition numéro 1. Ce bloc de gauche, c'est un coup réussi, pour le coup. Oui, c'est un coup magistral même, on peut le dire, notamment par Jean-Luc Mélenchon. Oui, et je crois que cet accord de circonstance, justement, a permis d'arriver à être la force d'opposition numéro 1. Donc, on peut saluer la force de ça, et puis aussi le fait d'avoir des candidats qui ont fait campagne. Et puis pour Marine Le Pen, elle est encore grande absente après avoir été deuxième au second tour de l'élection présidentielle, avoir même été très, très proche derrière Macron. Elle a totalement disparu des écrans radars, comme si elle avait refusé de faire campagne là encore, cherchant à minimiser les pertes et puis maintenant demandant à avoir un micro-groupe à l'Assemblée nationale. C'est à n'y rien comprendre. Et puis bien sûr, pourquoi la droite n'a pas fait alliance? Reconquête qui vient là de montrer que finalement ce parti qui se vante d'avoir 130 000 adhérents,
précédent qui a porté Éric Zemmour au-dessus des 5% lors de l'élection présidentielle, eh bien là, c'est 1 million des voix et c'est la plupart des candidats transfuges du Rassemblement national qui sont immédiatement rayés de la carte, y compris Éric Zemmour, le fondateur de Reconquête. Donc là, on peut se poser la question de la droite la plus bête du monde. Pourquoi avoir choisi d'être à nouveau divisé alors que on doit tout faire pour éviter qu'Emmanuel Macron ait une majorité pour les oppositions. Donc vraiment, une élection qui me laisse un goût amer parce que l'abstention, parce que une sorte de démocratie de façade où on voit des partis heureux de sauver pour qui sa tête ou bien de voir certains partir de la vie politique et puis des scores qui sont incompréhensibles parfois. Vous parliez de Julien Aubert qui était quand même quelqu'un d'assez important sur un courant de la nouvelle droite qui se retrouve éliminé au premier tour et pourtant qui avait fait campagne. Qui s'était fait remarquer pour une tribune, notamment les 100 raisons de ne pas voter Emmanuel Macron. Oui. Voilà, il avait osé un petit peu, en tout cas, avoir un son de cloche un peu différent du reste des LR. Bon, finalement, ça ne lui a pas servi, visiblement. Peut-être justement parce il est trop proche, finalement, du Rassemblement national ou d'autres partis de droite. Bon, ça, c'est la vraie question qui se pose aujourd'hui. C'est pas la recomposition, on n'y est pas encore. Je pense que c'est la décomposition du corps politique tel qu'il existait. Les LR vont avoir 5 années difficiles. La gauche va faire sa recomposition autour de la NUPES. Pour Reconquête, la question se pose comment continuer dans des conditions pareilles, sans députés, sans élus. Le Rassemblement national, avec la question aussi du vouloir aller plus loin. On a l'impression qu'il y a un plafond de verre systématiquement. Et puis Emmanuel Macron qui est ce président mal élu systématiquement qui fait semblant d'avoir ensuite un projet validé par l'ensemble des Français et qui maltraite le peuple français pour des intérêts privés. Regardez, enfin c'est vraiment si on regarde, il savait à peu près quel ministre allait perdre puisque ceux qui ne sont pas au gouvernement ont perdu. C'est Jean-Michel Blanquer, c'est Emmanuel Vargon, c'est Manuel Valls qui Jean-Michel Blanquer à qui visiblement il souhaitait faire payer depuis le début quelque chose, on ne sait pas trop quoi, mais apparemment c'était le purgatoire de Jean-Michel Blanquer. Là, il a bien purgé, on peut dire. Si vous voulez bien, Alexis Poulain, je suis désolée, je vous ai pris un petit peu en retard, mais si vous voulez bien, on reste avec vous et Guillaume Bernard après 8h pour continuer cette table ronde des législatives. On fait un rapide point sur les informations. Il est 8h sur Ligne Droite. Ligne Droite, législative 2022. Voilà, comme ça je vous présente après ce magnifique jingle. Alexis Poulain, vous êtes toujours avec nous, journaliste, chroniqueur, cofondateur du site Le Monde Moderne. Et Guillaume Bernard nous rejoint. Bonjour Guillaume Bernard. Bonjour Clémence. Vous êtes historien du droit, politologue, maître de conférences, auteur de ce livre qui date, mais pourtant Dieu sait qu'il est d'actualité. Mais oui, vous merci de le noter. La guerre à droite aura bien lieu aux éditions d'Esclés de Brouwer. Et puis dernièrement, L'Empereur et les Brigands, le théâtre de l'histoire, aux nouvelles éditions latines. Alors, on va aborder la droite la plus bête du monde dont a parlé déjà Alexis Poulain, mais je voudrais qu'on reste encore un tout petit peu sur la gauche, notamment Alexis Poulain, vous avez entendu cette précipitation, tout de même il faut le dire, de Jean-Luc Mélenchon à se positionner comme étant le grand vainqueur, le chef de cette majorité de l'Assemblée nationale, et puis les autres, les journalistes ou la majorité qui considèrent qu'il y a encore égalité, ne sont que des corrompus. Comment vous réagissez à ce genre de réaction ? Mais il faut voir que le succès de Jean-Luc Mélenchon, c'est d'avoir créé ce récit de Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, d'avoir rendu national ce scrutin des législatives, de l'avoir politisé à un point que Emmanuel Macron n'attendait pas. En réalité, il pensait qu'il aurait sa dose de député Playmobil comme la dernière fois. Or, Jean-Luc Mélenchon tient le récit et il continue de le tenir. L'idée de dire qu'il a gagné, l'idée de dire qu'il est la force d'opposition numéro 1, il ne va pas mentionner bien sûr le taux d'abstention historique et donc c'est normal pour lui de continuer de mobiliser ses troupes parce que alors il y a quand même je crois 4 députés de la NUPES qui sont déjà élus au premier tour, Sophia Chikirou, Alexis Corbière, Daniel Obono il me semble et peut-être quelqu'un d'autre. Et donc derrière c'est vraiment poussé pour le second tour où on va avoir des face-à-face entre un candidat NUPES et un candidat Renaissance, donc lui a intérêt à continuer dans son récit. Oui, d'accord. Et ensuite, on va parler en effet de cette, on va dire, de cette alliance d'appareils qui ne risque pas de tenir très longtemps au sein de l'Assemblée.
la NUPES, comme vous le disiez, risque de s'effondrer dès les premiers débats. Ce qui va poser question, c'est les grands tabous. C'est la question européenne, la première. C'est aussi la question du pass vaccinal. Vous avez, par exemple, au sein de cette NUPES, des partis qui étaient pour une obligation vaccinale, Parti socialiste, et des partis qui sont contre le pass vaccinal. Or, la petite musique du Covid revient après les élections. On commence déjà à parler d'une nouvelle vague. Donc, clairement, les débats vont venir. Et d'ailleurs, dès le 22 juin, le gouvernement va en parler. Et donc, comment tenir dans ces conditions-là? Et puis, il y aura les questions qui vont être encore plus terribles, les questions économiques. Comment faire avec une France endettée à 600 milliards, avec une économie mondiale en stagnation, avec une crise financière qui est là, la BCE, la Banque Centrale Européenne, et la Fed, la Banque américaine, qui vont augmenter les taux dès juillet. Là encore, quels vont être les choix réels de la NUPES si il y a une majorité et s'il y a une cohabitation. Finalement, ça pourrait arranger Emmanuel Macron de ne pas avoir à faire le sale boulot et de dire finalement, voilà, on est là pour sauver la France tous ensemble, une sorte d'organisation qui reviendrait à créer ce qu'était le PS et les Républicains, ou l'UMP avant, ou le RPR, cette alternative droite-gauche, mais toujours dans la même ligne, c'est-à-dire continuons à obéir aux traités européens, continuons à faire à peu près la même politique d'endettement et de chômage de masse. Voilà, je ne vois pas que la réindustrialisation, enfin l'idée de réindustrialiser la France ne va pas se faire en quelques mois. Récupérer une souveraineté nationale ne se fera pas dans le cadre de cette assemblée. Donc voilà, il risque d'y avoir de nombreux déçus. Guillaume Bernard. Oui, moi je converge parfaitement avec cette analyse. Le fait que la NUPES soit arrivée en tête, c'est tout de même une victoire en trompe-l'œil. Alors pour les éléments qui viennent d'être donnés, c'est-à-dire très forte abstention, donc en fait en nombre de voix réelles, c'est très inférieur à ce que Jean-Luc Mélenchon avait lui-même réalisé au premier tour de la présidentielle. Deuxième élément absolument essentiel, c'est un cartel électoral, c'est-à-dire qu'il y a des divisions idéologiques qui sont incompatibles. Effectivement, par exemple, la question européenne. Or, justement, la prochaine élection qui arrive, ce sont les élections européennes en 2024. Et là, c'est un scrutin à la proportionnelle, donc les différents partis auront intérêt à jouer leur propre carte, à jouer, je dirais, leur propre étiquette et non pas l'alliance électorale. Et puis, troisième élément qui est quand même extrêmement important, et c'est ce qui fait la force de la grande coalition macronienne, c'est sa position centrale sur le spectre politique. Centrale, ça ne veut pas dire exactement, ça ne veut pas dire forcément centriste, ça peut être sur certaines positions plutôt classées à droite ou sur d'autres plutôt classées à gauche, mais cette grande coalition, elle a la capacité d'avoir des reports de voix, elle a des réserves de voix que la NUPES a priori n'a pas, et donc ce qui fait que même si effectivement il y a de très nombreux candidats NUPES qui seront au second tour des élections législatives, il est possible qu'il n'y ait pas autant d'élus. Les projections que l'on fait aujourd'hui ne sont pas totalement crédibles. Cela dit, il est certain que Mélenchon a réussi un coup politique réel. Il a été la dynamique pendant cette campagne législative. Mais on n'a entendu que lui, en fait. Absolument. Marine Le Pen était aux abonnés absents. Absolument atone. Encore que hier soir, ce qui est très intéressant, c'est le ton, assez vindicatif, efficace de Marine Le Pen dans son discours, tandis que Mélenchon était plutôt atone. Enfin, le résultat des courses, c'est quand même que symboliquement, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a fait la campagne et qui l'a emporté, mais pour autant, ça ne veut pas pour autant dire que c'est une force politique pérenne qui est en phase de constitution. Ça, je n'y crois pas. Simplement, la NUPES va avoir de très nombreux députés, tandis que, effectivement, le camp de droite en aura beaucoup moins. Et c'est là où on revient sur la question de la représentation de l'Assemblée nationale, des modes de scrutin, etc. Regardez, LR, avec 13%, va avoir plus de 50 députés, sans doute une soixantaine, et c'est un chiffre important parce que il faut 58 députés pour déposer une motion de censure, il faut 60 députés pour saisir le Conseil constitutionnel. LR avec 13% va avoir ce groupe-là parlementaire pour pouvoir effectivement exister et avoir un véritable travail parlementaire, tandis que le Rassemblement national qui fait un score
qui est somme toute assez bon parce que d'habitude il y a une déperdition en pourcentage extrêmement importante, environ au moins un tiers de son pourcentage de la présidentielle, il le perd aux législatives. Là c'est moins d'un quart, donc c'est plutôt une bonne résistance. Il n'empêche que le Rassemblement national n'aura vraisemblablement pas 60 députés et on se situera plutôt entre 20 et 40. Donc voilà, on est dans une situation de recomposition du spectre politique qui est toujours comment dire en activité, avec la vraie seule véritable question, me semble-t-il, est-ce que Macron aura à lui tout seul, avec ses alliés mais qui sont quasiment fusionnés, donc Horizon et le MoDem, une majorité absolue, donc au minimum 289 députés, ou est-ce qu'il aura besoin de supplétifs venant de LR, venant de la gauche intégrée à la NUPES ou pas, mais qui est plutôt proche de ses positions? Est-ce qu'il aura besoin de ces supplétifs ou est-ce qu'il aura une majorité à lui tout seul? Disons que le visage de comment dire du prochain quinquennat, enfin du quinquennat qui a commencé il y a 2 mois déjà, eh bien ce visage-là dépendra de l'étendue de la majorité dont Macron disposera. Vous pensez que certains députés NUPS, pardon, moi je dis NUPS, hein, oui, comme vous le voulez, pourraient rallier la majorité circonstanciellement sur certains votes, oui. Oui, sur certains votes. Sur certains votes, mais c'est ce dont à la limite Macron pourrait avoir besoin, c'est-à-dire le fait justement de mener la danse en se disant qu'il constituera des majorités sur certains textes variables en fonction, je dirais, du thème et du contenu de la mesure législative en question. Alors, une question concernant Emmanuel Macron, puis ensuite j'aimerais bien qu'on aille quand même sur la droite la plus bête du monde, qu'on se régale un petit peu. Mais d'abord, Emmanuel Macron, c'est vrai, il faut le signaler, la première fois que qu'un président ne recueille pas, après les élections présidentielles, aux élections législatives, une majorité. Quand les législatives suivent de très près la présidentielle, effectivement, il y a toujours eu ce qu'on a appelé le phénomène majoritaire, le fait majoritaire, si vous préférez. Le seul cas, c'est celui de Mitterrand en 1988, où c'est vrai, il ne disposait pas complètement d'une majorité absolue, le Parti socialiste à lui tout seul, mais il y a toujours eu le phénomène majoritaire. On a eu des cas de cohabitation uniquement quand les législatives sont intervenues plusieurs années, minimum 2 ans, généralement 4 ans après 4 ou 5 ans après l'élection présidentielle. Mais disons que ça n'est pas totalement étonnant. On a quand même un président de la République qui a été élu avec 38% des inscrits. C'est la moins bonne élection depuis celle de 1969 de Georges Pompidou, mais qui avait été confronté au 2e tour à Alain Poher, et donc la gauche n'avait pas voulu participer aux élections, hein, c'est ce que Duclos avait dit, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, et donc par conséquent que Macron n'obtienne pas une majorité parlementaire, ça n'est pas totalement extravagant, puisque dans le fond c'est plus Marine Le Pen qui n'a pas été élue que lui qui a été délibérément et volontairement élu par les Français. Cela dit, oui, ça sera intéressant. Je ne vous cache pas que moi, pour ma part, s'il ne devait pas y avoir de majorité absolue pour le parti ou pour la coalition, je dirais, présidentielle, ce serait peut-être pas inintéressant. Pour le coup, ça permettrait effectivement de voir le positionnement des différentes forces politiques. Ça permettrait d'identifier le fait que il y a une fracture au sein de LR entre ceux qui effectivement sont prêts à participer à la majorité présidentielle et ceux qui s'y refusent, et qui pourraient se dire que justement, puisque Reconquête est en déperdition, ils pourraient se droitiser et essayer de reconstituer une force politique en reprenant les débris de Reconquête, si tant est que ce parti évidemment disparaisse ou non. Et puis, ça permettrait aussi de montrer que, dans le fond, la NUPES est un cartel électoral incohérent idéologiquement parlant, et qu'il y a quand même un continuum plus grand entre la majorité macronienne et une partie de la gauche. Et on l'a bien vu avec le tweet d'Elisabeth Borne hier soir, aux alentours de minuit, disant que oui, bien sûr, certes, elle avait dénoncé quelques heures plus tôt les extrêmes, mais que quand même, l'extrême gauche, elle est quand même plus fréquentable que l'extrême droite, bon, et qui a un continuum plus grand, exactement, qui a un continuum. On l'a murmuré à l'oreille de peut-être ne pas être si agressif vis-à-vis de la gauche. Mais voilà, mais c'est-à-dire
c'est-à-dire que on retrouve les vieux réflexes du front dit républicain et le continuum idéologique progressiste qui anime aussi bien la majorité présidentielle que la NUPS sur tout un ensemble de sujets. Donc finalement, ça permettrait de clarifier les choses et de permettre que le prochain débat présidentiel en 2027 soit peut-être un peu plus intéressant. Dernier élément à noter, on est quand même avec des forces politiques qui sont toutes en recomposition, les unes par rapport aux autres, mais en interne aussi. Macron, a priori, ne peut pas se représenter en 2027, sauf modification de la Constitution, puisqu'on ne peut faire, depuis la révision Sarko de 2008, ce qui pourrait parfaitement arriver, que 2 mandats consécutifs. Jean-Luc Mélenchon n'a pas été candidat aux législatives, il reste le chef symbolique, mais il est possible qu'il y ait des dissensions internes au sein de la NUP, entre en particulier ceux qui essayent de maintenir encore des positions républicaines et puis ceux qui ont basculé dans le communautarisme. Je vous signale que c'est quand même, je dirais plutôt cette tendance-là qui a eu des élus dès hier soir. Et puis, donc Jean-Luc Mélenchon ne sera a priori pas candidat, vu son âge, en 2027. Et quant à Marine Le Pen, il est possible aussi qu'elle prépare sa succession, puisqu'elle a déclaré qu'elle ne serait a priori pas candidate en 2027. Et quant à Éric Zemmour, effectivement, là aussi, il aura passé les 70 ans. Est-ce qu'il sera un candidat crédible pour 2027 Je ne le crois pas non plus. Et donc, vous posez de grandes questions, parce que c'est vrai que ce sont que des grandes figures qui incarnent plus le parti que la ligne du parti elle-même. Oui, et donc ça veut dire qu'on a une recomposition entre les forces, mais au sein même de ces forces, on risque d'avoir un changement des visages politiques, et donc ça va être, je crois, pour le coup intéressant. Dernier élément, est-ce que Jean-Luc Mélenchon, quand il a hier soir dit j'appelle à une déferlante dans les urnes, est-ce qu'il n'aspire pas à ce que la déferlante, elle soit dans la rue à la rentrée? Il est quand même possible que les Français se soient désintéressés des élections législatives, mais que en revanche, il y a une rentrée sociale assez chaude, avec là aussi, je dirais, des disparités très fortes, je dirais, dans les motivation entre les gilets jaunes des ronds-points et les gilets jaunes ou les Black Blocs des Champs-Élysées. Alors, je donne la parole à Alexis Poulain qui a entendu tout ça, peut-être sur la recomposition politique qui risque d'arriver dans les années prochaines. Oui, c'est évidemment ce qui est en train de se passer aujourd'hui. On est en train de vivre d'abord une décomposition politique, avant une recomposition politique, et celle-ci va prendre du temps à venir. Je crois que c'est le fait que les partis traditionnels n'aient pas pris l'ampleur de la disruption qu'était Emmanuel Macron, c'est-à-dire que ce centre qui n'est rien, ni droite ni gauche, qui gouverne en fonction des sondages et des conseils, des cabinets de conseil, ne fait pas de politique. Il est là pour annihiler finalement le peuple politique, annihiler aussi la démocratie, le débat démocratique. On le voit d'ailleurs, les marcheurs, maintenant les renaisseurs, je ne sais pas comment on les appelle, sont très mal à l'aise avec l'idée qu'il n'y ait pas de majorité absolue. Comment Emmanuel Macron pourrait gouverner, puisqu'il gouverne de manière verticale, il est le roi dans sa tête et il a besoin de troupes qui sont là pour obéir. Or, la démocratie représentative, c'est le débat démocratique, et là on voit bien que ça coince, on l'a vu, comment ça coinçait ces dernières années avec évidemment les gilets jaunes, et puis d'autres conflits sociaux qui risquent d'arriver assez rapidement. Donc ça, c'est la paresse en fait des appareils qui n'a pas pris l'ampleur du changement historique. Aujourd'hui, ils se retrouvent face à leur disparition finalement. On parle souvent de biodiversité, mais on est en train de voir aussi ça peut-être, la fin d'une biodiversité démocratique, parce qu'ils n'ont pas compris qu'il fallait devenir plus gros, plus fort. C'est pas l'âge de glace, c'est pas il faut devenir un petit mammifère pour survivre. Là, il va falloir devenir un mammouth laineux même pour pouvoir survivre. Donc, ou un rhinocéros laineux plutôt. Le mammouth était forcément laineux. Mais enfin, bref, au-delà de ces petites digressions préhistoriques, on a affaire aux éléphants du PS. Regardez, on voit bien qu'ils sont totalement déconnectés de la réalité politique de ce pays. Que ce soit François Hollande, Carole Delga qui essayait de présenter des candidats dissidents, ils n'existent plus. François Hollande, d'ailleurs, a bien compris qu'il n'avait pas intérêt à se présenter en il aurait fait une valse. Voilà, il a préféré se marier. Et Emmanuel Valls, lui, c'est cruel parce qu'Emmanuel Macron et toute cette bulle politico-médiatique lui a fait croire que c'était encore quelqu'un qui avait un avenir dans ce pays. Il n'a plus d'avenir depuis qu'il a quitté la France, qu'il a trahi à la fois les Français et les Espagnols. Donc, il aurait fallu lui dire de cette façon-là très rapidement et lui dire, écoute Manuel, il faut que tu peut-être regardes du côté de la banque d'affaires ou du cabinet de conseil, mais il faut arrêter la politique. Donc, je crois que c'est vraiment
cette paresse-là qui fait qu'on en arrive là et que la recomposition n'arrivera pas assez rapidement. Et puis, je crois aussi que la centrifugeuse du centre a fait que la radicalisation est devenue une nécessité. On ne peut pas finalement accepter de débattre comme si c'était avant. Le pass vaccinal, par exemple, n'avait pas lieu d'être. C'est quelque chose qui ne doit pas exister dans une démocratie comme la France, avec une république qui a pour devise liberté, égalité, fraternité. C'est tout l'inverse qui s'est passé et on ne peut pas prendre sous prétexte d'une crise sanitaire ce genre de mesures en réalité. Donc on a là vraiment une paupérisation du débat et puis des partis qui continuent de faire comme si c'était la même chose qu'avant, c'est-à-dire des petits trafics d'appareils, enfin on se met d'accord pour sauver des inscriptions, mais qui représente-t-il? Moi, c'est ça qui me fait peur, c'est de dire que vous avez quelqu'un comme Florent Philippot, par exemple, qui réunissait tous les samedis contre le pass vaccinal des milliers de personnes dans la rue et qui se trouve éjecté dès le premier tour. Qui va représenter ces Français-là, voilà, par exemple. Et vous posez une très bonne question, Alexis Poulain, et je pense qu'on va finir sur cette question, vous, Alexis Poulain et Guillaume Bernard, pour conclure cette table ronde. Vous avez parlé de la paresse des politiques et notamment du Front républicain, qui finalement ne fait plus de politique. Et je pense que c'est la clé de tout ce qui est en train de se jouer aujourd'hui. Oui. C'est ce politique qui est devenu technique. On est là pour gérer les affaires courantes, et encore plutôt mal que bien. Et on pousse les gens qui font du politique, qui essayent de penser politique, vers les extrêmes. Et vous avez parlé de radicalisation. Oui. C'est intéressant ce phénomène. Pourquoi aujourd'hui le politique se retrouve aux extrêmes? Voilà, c'est ma dernière question pour l'un et l'autre. On va commencer par Guillaume Bernard. Il y a dans les années 80 et surtout 90 eu l'émergence dans le cadre des institutions européennes d'un concept absolument épouvantable qui s'appelle la gouvernance. C'est-à-dire qu'on a remplacé l'idée de gouvernement, le fait de faire des choix politiques sur, je dirais, des fondements philosophiques, historiques, sur le fait que l'on, vise un objectif et qu'ensuite on met les moyens au service de cet objectif, par l'idée de la gouvernance. C'est-à-dire le fait que des choix s'imposeraient parce que techniquement, seul cela pourrait être fait et scientifiquement, intellectuellement, rationnellement, seules certaines solutions seraient acceptables et les autres seraient rejetées en dehors pour reprendre l'expression devenue courante aujourd'hui, du cercle de la raison. Eh bien, c'est ça. Elisabeth Borne, les membres du gouvernement qui sont, je dirais, non pas des politiques qui incarnent une sensibilité, un terroir, je dirais une famille politique, mais qui ne sont que des technos. On est véritablement là dans l'illustration de la gouvernance. Et Emmanuel Macron, c'est cela, c'est le fait de dire je suis à la fois et de droite et de gauche. Eh bien, c'est cette idée que il y aurait, je dirais, des solutions qui s'imposeraient par elles-mêmes. Toutes les autres ne seraient que, je dirais, de l'irrationalité, de la démence, du radicalisme, de l'extrémisme. Du complotisme. Oui, pourquoi pas, et aussi, absolument. Et par conséquent, cette domination de l'idée de gouvernance qui a remplacé l'idée du gouvernement, c'est-à-dire gubernare, tenir le gouvernail. Donc, en fonction des vents, des courants marins, eh bien, avoir un objectif qui est d'aller vers le port ou d'aller vers tel point. Et ensuite, on trouve les moyens pour aller vers tel point. On tire des bords. On fait des choix en fonction, des circonstances. Une mer calme ou une mer agitée. Eh bien, on a remplacé le gouvernement par la gouvernance. Et donc, c'est ce qui explique que, on a cette situation là de rejet aux extrêmes des idées politiques. Ça peut fonctionner un temps, ça présente, je dirais tout de même un inconvénient, je conclurai là-dessus, c'est que la grande coalition macronienne sur le modèle allemand, SPD, CDU, et donc ici en France, ce que Marine Le Pen avait appelé un temps l'UMPS, eh bien ça permet d'avoir une force centrale qui divise les oppositions, mais ça veut dire aussi que qu'est-ce qu'il reste comme alternance politique? Il reste les extrêmes. Donc ils savent très bien que ça peut fonctionner un temps, mais que le risque, c'est qu'un jour, c'est peut-être justement un des extrêmes qui peut l'emporter.
emporter. Moi, j'ai plutôt tendance à penser, je pense que c'est non pas le vent de l'histoire, mais je dirais la logique, je dirais, des débats politiques qui se présentent à nous, que le camp politique qui certes apparaît ce matin avec les résultats des législatives, qui a le plus le vent en poupe du point de vue non pas simplement électoral, mais du point de vue de l'histoire, du mouvement des idées, c'est plutôt le camp national, même si effectivement Jean-Luc Mélenchon a réussi un joli coup, médiatique. Alexis Poulain, pour finir sur ce sujet en cours, si c'est possible. Oui, alors je suis assez d'accord. Je pense que c'est aussi le projet européen et son intégration avec la monnaie unique qui fait que la gouvernance est devenue ce mode de suicide du politique et surtout du droit des peuples à gouverner. La dépossession par une classe qui s'est autoproclamée élitaire du pouvoir politique. Regardez l'abstention, c'est quoi? C'est les citoyens qui refusent finalement leur droit de vote chèrement acquis et qui se disent que tout cela ne sert plus à rien parce que nous allons vers une dissolution de la nation dans un tout européen, comme si tout cela était inéluctable, comme s'il n'y avait pas d'autres solutions possibles. Ça me rappelle la fin de l'histoire de Fukuyama. C'est une énorme erreur. Je crois que là, peu importe ce qui va se passer après le second tour, il est important, je crois, que dans cette recomposition politique qui va arriver, il y ait un axe populaire de souverainisme, qu'il y ait un axe aussi de reprise politique, parce que derrière, ce qu'on voit, c'est cette démocratie défaillante, c'est une faillite globale de la société avec des cabinets de conseil, des intérêts privés qui vont déposséder le peuple de son bien commun et de son bien plus cher, qui est le pays, tout simplement. Tout à fait. Merci beaucoup Alexis Poulain, merci beaucoup Guillaume Bernard, merci pour vos éclairages. Je rappelle Alexis Poulain, journaliste, chroniqueur et cofondateur du site Le Monde Moderne. Guillaume Bernard, historien du droit, politologue, maître de conférences et auteur de ce livre « La guerre à droite aura bien lieu ». Ben oui, elle a lieu, elle ne cesse d'avoir lieu aux éditions Desclés de Brouwer. Et puis ce dernier livre, L'Empereur et les brigands, le théâtre de l'histoire, aux nouvelles éditions latines. Merci beaucoup à vous deux. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.